et que ces enfants continuent à poser des questions par rapport à ce qui leur est arrivé. Et lorsque vous arrivez à détruire les tissus sociaux, vous détruisez la cohésion sociale, vous rendez la communauté incapable de s'organiser, et ces enfants, sans affiliation dans la communauté, vont entraîner tout simplement un désordre dans une communauté, avec comme conséquence une occupation donc territoriale qui va se faire beaucoup plus facilement. Au niveau de l'hôpital de Panzi, nous avions mis en place une prise en charge que nous appelons holistique, car cette prise en charge est médicale, psychologique, mais aussi socio-économique et légale. Nous avons pu faire donc un article pour pouvoir mettre en place ces quatre piliers. Et notre prise en charge médicale a deux moyens. Les moyens que nous avons aujourd'hui, c'est la prévention. Prévenir les grossesses non désirées, prévenir la contamination des infections sexuellement transmissibles et prévenir le VIH par un kit PEP que nous essayons de prépositionner pour que, au cas où les viols arrivent, que les malades puissent assez rapidement accéder à ces kits de prévention. Mais nous avons également le traitement des lésions génito-urinaires et digestives basses. Lorsque ceci arrive, nous avons la possibilité de pouvoir les faire. Pour nos indications, lorsque les patientes arrivent avant 72 heures, nous avons la possibilité de leur donner ces kits de prévention. Mais lorsqu'elles arrivent après, malheureusement, c'est seulement les traitements des infections et des lésions génitales éventuellement que nous pouvons faire. Nous avions introduit dans notre pratique, à chaque fois, même s'il n'y a pas une réquisition en médecin, de pouvoir faire rédiger un certificat médical, puisque nous avions constaté que les femmes dans le choc ne demandent pas d'abord la justice, elles demandent d'être traitées avant de pouvoir s'occuper de la justice. Et ça, on ne peut pas le faire après. Et donc, aujourd'hui, nous conseillons systématiquement, lorsqu'on soigne une victime de violences sexuelles, de pouvoir faire un certificat médical. Les traitements que nous faisons à l'hôpital, nous les faisons aussi à l'équipe mobile. Lorsque nous sommes appelés dans des endroits où cette violence se commette, nous essayons d'aller avec nos équipes mobiles et nous ramenons tous les malades qu'on ne peut pas soigner dans leur village. On les amène à l'hôpital, mais nous profitons également de faire la formation des staffs dans les zones reculées. La prise en charge psychologique, où nous utilisons plusieurs méthodes que nous avons publiées dans cet article, mais notre objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir intégrer la santé mentale dans les soins de santé primaires. Ça, c'est très important puisque les femmes ne doivent pas faire des centaines de kilomètres pour venir chercher des psychologues ou chercher des assistantes sociales. Et nous pensons qu'il est possible, dans des pays à faible revenu, de pouvoir mettre au niveau communautaire, par exemple des relais communautaires, qui ont des notions sur l'atteinte mentale, au niveau des centres de santé, avoir des assistantes psychosociaux qui peuvent conseiller et orienter les victimes, et au niveau des hôpitaux généraux de référence, avoir des psychologues cliniciens, et au niveau tertiaire, plutôt avoir des équipes de psychologues et de psychiatres. Dans la phase aiguë, nous avons différents traitements que nous pouvons donner pour alléger et permettre aux victimes de au moins commencer leur traitement. Il est parfois très très difficile de faire un traitement chirurgical chez une personne qui est traumatisée profondément. Parfois, ça peut même risquer d'accélérer un comportement anormal qui peut amener à la mort. Donc, pendant la phase aiguë, nous avons différents types de traitements que nous donnons. Et donc, ce sont des traitements de soutien. Mais aussi, les femmes qui nous arrivent souvent demandent une médiation familiale et on peut très bien comprendre, puisque ces femmes sont culpabilisées par la famille, par la communauté, et il est très très important de pouvoir prendre contact avec les familles pour permettre à ce que ces femmes qui sont culpabilisées puissent sortir
de ces sentiments de culpabilisation. Nous avons des thérapies à long terme qui vont prendre plusieurs mois, et parmi ces thérapies, il y a par exemple la musicothérapie, l'art-thérapie, mais aussi nous utilisons des thérapies comportementales cognitives, et toutes ces thérapies que nous utilisons à long terme, c'est pour pouvoir accompagner nos victimes, une fois qu'elles ont quitté notre hôpital, de pouvoir continuer à suivre des traitements, même à distance. Le troisième appui que nous donnons aux victimes de violences sexuelles, c'est l'appui socio-économique, et nous avons étudié les effets de tout ce que nous faisons par rapport à ces victimes pour les aider à pouvoir devenir autonomes, puisqu'en fait, lorsque les victimes ne sont pas autonomes, malheureusement, elles reviennent donc souvent avec le même problème de violence sexuelle. Donc nous travaillons beaucoup pour essayer de donner aux femmes une certaine autonomie en utilisant plusieurs formations, et plusieurs programmes sont dans notre centre de formation. Et ici, je voulais surtout insister sur le fait que nous organisons des mutuelles de solidarité ou des associations villageoises d'épargne et de crédit que personnellement je trouve de moyens qui permettent aux femmes de regagner confiance. Ils sont regroupés à 25 souvent et ils travaillent ensemble. Et ce fait de travailler ensemble, de créer leur entreprise, leur redonne confiance et leur permettent en fait de pouvoir se prendre en charge, prendre leurs enfants en charge et devenir autonomes. Plusieurs activités génératrices de revenus sont également enseignées et parfois les femmes peuvent travailler seules ou travailler dans des mutuelles de solidarité avec des résultats qui nous encouragent beaucoup. Mais nous faisons également des formations. Souvent, l'alphabétisation est très très importante pour permettre à ce que ces femmes puissent être à mesure de gérer leurs propres affaires, savoir compter et écrire est déjà très très important pour les femmes qui vont faire des affaires ou qui vont se retrouver dans ces mutuelles de solidarité. Pour humaniser, donner à ces femmes ces sentiments d'exister, lorsqu'elles vivent dans des maisons qui sont proches au porcheries, nous essayons d'aider les femmes qui montrent leur capacité de pouvoir se prendre en charge dans le petit business qu'on leur donne. On a créé un programme d'un toit pour les survivantes pour permettre à ce que les femmes aient la possibilité de pouvoir vivre aisément. Et je pense que ici j'ai beaucoup de témoignages des femmes qui pour la première fois pouvaient avoir un certificat d'une maison qui leur appartenait, alors que dans notre tradition, la maison appartient toujours à l'homme. Et une femme m'avait dit, désormais, avec ma maison, l'homme qui voudra vivre avec moi, qui vienne vivre chez moi, mais moi je n'aurais pu vivre chez un homme. Et lorsqu'il ne sera pas content de moi, eh bien c'est lui qui va partir, ce n'est plus moi qui dois partir. Et donc je crois que ça humanise en fait ces femmes qui sont traumatisées dans la communauté. Le quatrième pilier, c'est l'assistance légale. En fait, on a vu qu'après avoir soigné mentalement, physiquement, aider les femmes à se réinsérer sur le plan socio-économique, c'est à ce moment-là que les femmes se présentent à nous pour demander à ce que justice soit faite. Et aujourd'hui, nous avons des cliniques juridiques éparpillées en République démocratique du Congo, mais ces cliniques juridiques aident les femmes d'abord à les éduquer par rapport à leurs droits, pour qu'elles connaissent en fait leurs droits. Et puis, lorsqu'elles savent leurs droits, c'est seulement à ce moment-là qu'elles ont cette capacité de pouvoir se présenter auprès des institutions pour que le droit soit dit. Mais aussi, nous travaillons beaucoup avec la masculinité positive, puisque nous considérons que cette question des violences sexuelles ne concerne pas que les hommes, que les femmes. Il faut absolument que les hommes également s'impliquent dans la lutte contre les violences qui sont faites aux femmes. Nous faisons la formation des leaders communautaires
et aussi la formation des personnes, de personnel judiciaire. Ça peut apparaître bizarre, mais lorsqu'on n'a pas une formation spécialisée dans ces domaines, la tendance est souvent de culpabiliser la femme. Et nous avons vu des bons résultats lorsque nous avons aidé le personnel judiciaire à pouvoir prendre en charge les victimes qui viennent le voir. Nous donnons des consultations gratuites, nous accompagnons devant les cours et tribunaux les victimes qui se présentent et qui veulent absolument avoir justice. Mais également, et malheureusement, souvent nous sommes amenés à pouvoir payer les frais de justice. Et ça, c'est quelque chose qui devrait normalement changer dans notre contexte. Et ici, nous avons publié un article que je peux peut-être vous demander, peut-être de prendre des références pour pouvoir le lire. Et c'est le cas de Cameroun, où nous avions publié sur plus de 250 enfants qui étaient violés par un groupe armé. Et en fait, lorsque nous avons, en collaboration avec nos amis de la justice, nous avons pu traduire les responsables de ces crimes en justice, alors qu'on soignait 3 à 4 enfants chaque semaine. Les jours où ces personnes ont été traduites en justice, arrêtées, ces viols d'enfants se sont également arrêtés. Ceci, c'est pour vous dire que la justice a une force, et malheureusement, parfois, la justice ne suit pas lorsqu'il s'agit de crimes à caractère sexuel. Enfin, nous essayons d'étendre notre expérience de One Stop Center plus loin que l'hôpital de Panzi. Nous avons eu des malades qui venaient à plus de 500 km. Aujourd'hui, notre challenge, c'est de pouvoir avoir des centres qui reprennent les 4 piliers dans plusieurs zones où il y a beaucoup de victimes de violences sexuelles. En utilisant ces 4 piliers, le pilier médical, le pilier psychosocial, les piliers juridiques et les piliers psychologiques, nous avons observé que ces 4 étapes amènent les femmes à une guérison et surtout transformer leur souffrance à une force où ces femmes jouent un rôle très très important dans notre société. Alors, devant cette situation des viols qui continuent jusqu'aujourd'hui, dans l'introduction, j'ai montré qu'on a cette situation dans tous les conflits. Aujourd'hui, je suis très très heureux de la réaction de la communauté internationale par rapport à ce qui se passe en Ukraine, où on a vu une solidarité exemplaire, où on a vu qu'avec la volonté politique, on peut pousser au changement. Nous, on s'occupe des femmes de l'Ukraine depuis 2017, les femmes qui étaient violées en 2014. Personne n'en parle. Mais aujourd'hui, nous sentons qu'il y a cet élan et nous voulons tout simplement dire qu'il ne faut pas baisser. Nous espérons que cet élan qui se voit en Europe va balayer aussi d'autres zones de conflit, et spécialement en République démocratique du Congo, où, comme vous l'avez vu dans le film, ça fait plus de 20 ans que nous sommes sur le chemin de la paix. C'est peut-être difficile à pouvoir réaliser. Mais nous ne sommes pas fatalistes. Nous croyons que la paix est possible. Et le premier chemin, c'est par la démocratie. Il faut absolument pouvoir nous soutenir sur ce chemin de la démocratie, car l'instabilité que nous voyons dans notre pays est tout simplement une instabilité qui est due à l'instabilité politique et sécuritaire. Et toutes ces violences-là sont liées à cette instabilité. Et donc, en 2023, nous allons avoir notre 4e cycle électoral qui a commencé en 2006. Et nous pensons que pendant ce cycle électoral, nous souhaiterions avoir un maximum d'observateurs étrangers pour s'assurer que
ces élections vont se passer de manière à ce que tout le monde puisse accepter les résultats et éviter cette instabilité politique qui est à l'origine aussi de l'instabilité sécuritaire. Et pour que ces élections qui vont être générales, avec la tenue des scrutins présidentiels, législatifs, provinciaux et locaux, nous espérons que ce soit des élections qui vont être crédibles, transparentes, inclusives et qui vont être pacifiques. Puisque à chaque fois quand on a un cycle électoral avec instabilité, malheureusement, ce sont les femmes et les enfants qui payent les lourds tributs. Le deuxième chemin de la paix en République démocratique du Congo, c'est construire la paix par la justice. Nous y croyons, car il y a eu un rapport qui a été publié, nous allons peut-être en parler, le rapport Macondo des Nations Unies, et qui montre en fait qu'il s'est passé des crimes que l'humanité ne peut pas rester indifférente, des crimes qu'il faut absolument pouvoir adresser. Nous faisons un plaidoyer pour qu'il y ait l'adoption d'une stratégie nationale holistique de justice transitionnelle. En fait, la justice pour le Congo, c'est pour nous une priorité, car si aujourd'hui on ne fait pas cette justice pour le Congo, malheureusement, ces crimes vont continuer, car en République démocratique du Congo, nous avons le conflit le plus meurtrier depuis la Seconde Guerre mondiale. Ici, nous sommes en train de parler des millions de morts, des millions de femmes qui ont été violées, et aujourd'hui, il y a plus de 5 millions de Congolais qui sont déplacés internes ou qui sont réfugiés. Et nous constatons, nous réclamons même qu'à l'instar de tous les autres peuples du monde, les Congolais ont droit à la justice, à la vérité, ils ont droit à des réparations et surtout des garanties de non-répétition des atrocités. Et ceci nous amène tout simplement, et comme vous allez le voir, le peuple congolais pense qu'il a droit aussi à un tribunal. Nous ne pouvons pas parler de la transition énergétique et donc tous les problèmes que nous connaissons par rapport au changement climatique sans pouvoir parler de la République démocratique du Congo. Et en fait, ces minéraux des conflits, il y a lieu de pouvoir rendre le commerce de ces minéraux être un commerce transparent. La seule question que nous nous posons aujourd'hui, nous, comme acteurs de la société civile en République démocratique du Congo, est-ce que nous allons encore payer les frais? Nous avons déjà payé beaucoup, plus de 6 millions de morts pour l'électronique. Est-ce que demain nous allons encore payer pour qu'il y ait des vélos électriques, des voitures électriques, pour qu'il y ait des éoliennes, etc. Tout ce qui va fonctionner pour décarboniser notre planète. En fait, la solution se trouve en République démocratique du Congo. Est-ce que vous êtes d'accord que ce soit encore des Congolais qui payent en vies humaines pour que nous puissions passer à cette énergie verte? Je suis certain qu'il y a des solutions et nous pouvons avoir des solutions pour éviter à ce que ce soit encore les Congolais qui payent. Et pour moi, je dois peut-être en quelques mots dire que nous avons les règles de l'OCDE qui ne sont pas malheureusement suivies. Nous avons la loi ou la législation européenne qui a commencé ses effets cette année, le 1er janvier de cette année, mais qui est contournée puisqu'en fait les produits entrent par d'autres pays. Et enfin, nous avons la loi, par exemple, Frank Dodd des Américains, qui pouvait aider aussi à ce que ces produits ne puissent pas entrer aux États-Unis. Mais toutes ces lois sont bloquées par aussi un fait, c'est qu'ils concernent les Occidentaux, l'Europe et les États-Unis, mais les Chinois, ils peuvent faire leur commerce et finalement, l'Europe et les États-Unis font des commerces avec la Chine et donc ils contournent toute possibilité d'empêcher.
La dernière chose sur laquelle je voulais dire, mais même si les lois peuvent montrer des faiblesses, mais vous, vous êtes des consommateurs et vous êtes des rois. Le consommateur est roi. Je suis certain que les milliers de personnes qui sont ici, si vous portez le message en disant, nous avons tous besoin de nos portables, nous avons tous besoin de nos laptops, nous aurons tous besoin de voitures électriques, mais nous les voulons propres. Certainement que si vous les jugez comme des consommateurs, ceux qui produisent vont faire attention. Je vous remercie.